Les rencontres d'écrivains du CRILC. Bonjour, je m'appelle Daniel Chartier, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des cultures québécoises, inuites et nordiques. En plus d'être membre du CRILC, je suis titulaire de la chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique et directeur du Laboratoire international d'études multidisciplinaires comparées des représentations du Nord. C'est moi qui ai eu le plaisir d'animer la 3e rencontre d'écrivains du CRILC de la saison 2018-2019 qui a eu lieu le 4 février à la librairie Le Port de Tête. Pour ce cycle d'entretien, le CRILC met cette année à l'honneur la littérature du Nord et des Premières Nations. Je me suis entretenu à cette occasion avec la poète Marie-Andrée Gill. Originaire de Mastouillache, Marie-Andrée Gill est écrivaine et étudiante à la maîtrise en lettres à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a publié 2 recueils de poésie aux éditions La Peuplade, Béante et Frayée, et elle publiera dans les prochains jours le recueil Chauffer le dehors. Dans ses travaux, elle explore la création littéraire dans son rapport au langage oral et au territoire. Son écriture allie les identités québécoises et inouïes. Donc, bonsoir Marc-André. Bonsoir. Donc, Marc-André, tu as publié 3 recueils, Béante, Frayée et puis Chauffer le dehors, que je trouve très beau, le dernier. Et quand j'ai relu les recueils, j'ai trouvé déjà le titre. D'abord, tu me faisais plaisir avec le titre Chauffer le dehors, parce que c'est vraiment l'imaginaire du froid. Et il y avait dans le recueil Béante déjà un vers qui disait « La mémoire du sang, les moins 40, le cœur chaud », qui montrait vraiment ton intimité et le dehors, la nature, le froid, qui est souvent présente dans plusieurs de tes poèmes. Si tu me permets, je vais citer Jonathan Lamy, qui a fait l'introduction dans Béante, parce que si je pouvais, je citerais Jonathan Lamy tout au long, puisque j'ai relu l'introduction, puis il comprenait exactement ta poésie dès le début. Et encore aujourd'hui, même s'il y a d'autres poèmes qui ont été publiés, c'est toujours juste. Donc, il disait de ta poésie, « Ça ne ressemble à rien, semble sorti de nulle part et d'un peu partout. Plutôt farouche, ça ne se laisse pas capturer dans le collet d'une interprétation facile, ni mettre dans une cage de grille de lecture. » Et plus loin, il écrivait « Si on veut tirer une leçon du travail de Marie-Andrée Gill, ce pourrait être celle-là, une esthétique de l'audace décomplexée. » J'aime beaucoup cette introduction, j'aime beaucoup ta poésie. Est-ce que tu peux simplement nous présenter tes 3 recueils et dire quelques mots sur les titres aussi que tu avais choisis? OK. Mon premier recueil, c'est Béante, puis je savais vraiment pas quel nom donner à ce livre-là, puis mon éditeur il m'a dit que ça serait un beau titre. Fait que j'avais pas encore vraiment confiance en moi au début, avec je pense que je me laissais beaucoup influencer. Puis ensuite, avec Frayée, ça a fait un peu la même chose. Je savais pas trop quel nom donner, fait que je me laissais influencer. Mais avec Chauffer le dehors, là, c'est comme... J'avais trouvé le titre avant de commencer le recueil, là, puis j'étais vraiment contente de l'avoir choisi. Mais ça, c'est rien que par rapport au titre, parce que tout le reste qui est en dedans, ça vient, c'est ça, juste de moi, de mon parcours, tout ça. C'est ça, je travaille beaucoup l'intime. Je suis vraiment dans des histoires à chaque fois qui me tiennent à cœur vraiment fort. Tu sais, Béante, ça paraît peut-être pas dans le recueil, mais ça a été écrit pour quelqu'un qui est décédé, quelqu'un que je tenais beaucoup. Je parle de cette histoire-là, même si ça paraît pas nécessairement. C'est ça un peu la magie de la poésie. On peut comme partir, puis tout décrire comment on se sent par rapport à un événement qui est pas nécessairement nommé. Avec Frayée, j'ai beaucoup parlé de ma communauté Mastouillache. Juste pour moi, c'était vraiment important de passer par là dans mon écriture, dire d'où je viens, comment je me sens par rapport à ça. Voilà. Puis le dernier, ouais, on en parle-tu? OK. Ben, le dernier, c'est le plus intime de toute la gang, là, puis j'ai bien hâte de voir comment ça va être reçu. Parce que je me sens vraiment vulnérable avec ce livre-là. Là, je m'ouvre beaucoup par rapport à le sujet le plus utilisé en poésie, l'amour, la peine d'amour. Mais bon, je l'assume, puis je pense que ça va bien aller.
Je te l'ai déjà écrit. Pour moi, le dernier, c'est vraiment le meilleur. Donc, probablement que vous avez hâte de le lire. C'est dans 2 semaines, je pense qu'il va sortir. Et puis, tu te mets vraiment de façon très vulnérable en disant la chose qui est universelle. Quelqu'un est parti et puis il y a un vide qui se crée, mais en l'ancrant dans le quotidien, dans vraiment tes mots à toi puis ton monde à toi, c'est... tu as raison de dire qu'il y a une vulnérabilité qui est exposée, qui est vraiment puissante. Mm-hmm. Oui, ben, je vous en lirai des extraits tout à l'heure. Tout à l'heure. La plupart des gens ici connaissent ton œuvre, mais aussi, il y a toujours quelque chose d'ambigu par rapport à la littérature Innu. Donc, on a vu la littérature Innu apparaître il y a environ une dizaine d'années. Je pense que ça vaut la peine de regarder où se situe Marie-André par rapport à tout ce courant-là. C'est un courant remarquable qui est fait par des femmes, qui, surtout en poésie, qui a émergé vraiment dans les 10-15 dernières années. On dirait que c'est arrivé et puis toute cette suite s'est mise en place avec des choses plus anciennes qui ont été récupérées par la suite. Mais si on regarde la série, je prendrai le temps de les nommer pour voir où arrive Marie-André dans tout ça. En 1976, il y avait Anantane Capèche qui venait de Shefferville. Elle a eu toute sa jeunesse dans la forêt. Donc, elle, sa langue première, c'est l'Innu. Le mode traditionnel de la culture, c'est vraiment celui des ancêtres Innu. Et elle est fâchée. Je pense qu'on peut dire ça. C'est une littérature fâchée qui réclame des autres justice. Et donc, c'est un pamphlet politique essentiellement qui est vraiment important. Mais vous êtes chanceuse en même temps d'avoir eu elle qui était fâchée au début. Puis ensuite, il y a comme quelque chose d'autre qui arrive avec les autres voix qui s'en viennent. Je ne les place pas dans leur ordre de naissance ou de publication nécessairement, mais vraiment dans une gradation où on voit Anantane Capèche au tout début. Et ensuite, Rita Mestokoshu. Elle est aussi née dans la forêt. Elle est née et ensuite, elle est arrivée dans une réserve. Donc, elle a eu 2 langues. Elle a tranquillement appris le français. Et sa poésie est plutôt traditionnelle de ce point de vue-là. Elle va défendre des éléments de leur culture qu'elle voudrait voir revivre, qu'elle voudrait continuer à voir vivre. Et après elle est arrivée celle que vous connaissez probablement tous, Joséphine Bacon. Joséphine Bacon... elle est née dans une réserve, elle a dû aller dans les écoles résidentielles, donc le rapport à la langue est compliqué. Elle parle l'Innu, elle parle très bien le français. En même temps, elle a subi le colonialisme de façon extrêmement dure. Et elle a réappris la culture Innu, en fait, en fréquentant des anthropologues qui lui ont, en les côtoyant, en servant de guide, en servant d'interprète, souvent de traductrice, elle s'est réappropriée toute sa culture à elle, qu'elle nous remet dans des formes poétiques complètement achevées. Je suis comme toi, je suis un fan absolu de Joséphine Bacon. Et ceux qui l'avaient entendu, vous savez que quand elle parle, Joséphine Bacon, on dirait qu'il n'y a rien qui arrive dans une salle, les gens viennent y toucher après, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de vraiment important. Et ces recueils font tout à fait ce même geste. Ensuite, il y a Naomi. Naomi, elle arrive très jeune, elle a un grand succès avec un roman. C'est la première fois qu'on l'avait dans cette série-là. Et elle a un rôle social important aussi. Elle veut changer quelque chose, elle veut enseigner, elle veut que sa langue soit respectée, mais aussi elle veut nous montrer de l'intérieur ce qu'est la vie sur une réserve. Et ça, les autres ne le faisaient pas nécessairement. Il y a comme une main tendue à partir de Joséphine Bacon qu'on ne voyait pas dans les 2 premières. Il y a Natacha Canapé-Fontaine aussi, qu'il ne faut pas oublier dans la liste, qui est sur scène essentiellement, qui est militante, on peut le dire comme ça, militante de la cause Innu et de bien d'autres causes aussi. Je pense que son combat est beaucoup plus large que juste les Innu et qui voit la poésie comme un geste public d'intervention et qu'en même temps avec des formes qui sont aussi réussies. Évidemment, il y a toi. Moi, je la place au bout parce que c'est compliqué par les influences que tu réclames. Dans un des recueils, tu cites au début Paul-Marie Lapointe. Dans le dernier, tu cites Joséphine Bacon. Tu dis toi-même que ta culture est à la fois québécoise et Innu. Les autres ne le font pas. Et donc, tu es à la confluence de plusieurs cultures. On dirait que tu prends tout ce qui t'importe et tu en fais une œuvre poétique qui est là. Donc, tu as une liberté qui vient probablement de cette série-là qui est devant toi. Comment tu te vois par rapport à ces femmes-là? Mm-hmm. Ben, par rapport à ces femmes-là, c'est sûr que la plupart m'ont beaucoup influencé dans ma pratique, puis comment aussi prendre ma place là-dedans sans non plus faire la même chose qu'elles font, parce que c'est ça, moi je me revendique aussi québécoise, parce que tu sais, ma mère est québécoise, puis mon père lui vient de Mashteuiat, puis c'est moi aussi je suis née là, fait, c'est sûr je m'identifie comme ça, mais je veux dire je rejette vraiment pas tout ce que
la culture même mondiale en poésie peut m'amener. Je pense que ma réflexion avant tout est humaine, et juste c'est l'expérience humaine, puis c'est ça, le mot Innu, ça veut dire être humain, tu sais, c'est comme Inuit aussi, ça veut dire ça. Fait que je pense que c'est ce que la philosophie Innu m'a appris le plus, c'est que on est tous, c'est ça, des êtres humains, puis on a quelque chose à dire, puis c'est par là que j'essaie de passer, vu que c'est ça, ma poésie, elle semble peut-être... C'est ça, elle semble pas, là, elle est comme intime, tu sais, je parle quand même de mes expériences personnelles, puis je veux pas non plus tomber dans un folklore, quelque chose qui est révolu par rapport à, mettons, tu sais, mes ancêtres, tout ça, tu sais, malgré tout le respect que j'ai pour eux, c'est la seule chose que je connais, c'est mon expérience à moi, t'sais. Fait que je pense que c'est un respect que j'ai d'une certaine façon envers la vie, c'est de pas parler pour les autres. J'ai juste mon expérience pour pouvoir parler de comment je perçois les choses. Puis... On sent que tu vois bien qu'il y a des pièges aussi dans ces questions-là. Et pour reciter encore une fois Jonathan Lamy, il écrivait « Il y en a des pièges en poésie, ce qui concerne les cultures autochtones. » Et... Hey, allô Jonathan? Il est là. Je t'ai cité 2 fois au début. Et... on sent très bien que tu vois c'est quoi ce piège-là. Et pour encore citer Jonathan, il disait la sincérité, ta sincérité, déstéréotypise ce que l'on nomme. Et donc, le fait que tu sois sincère et que tu arrives à une position qui est en fait très intime, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres, nécessairement dans les autres écrivaines, probablement te permet de te situer entre les deux. C'est une question qu'on pose souvent, mais qu'est-ce que tu penses, toi, du fait qu'il n'y a que des femmes? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes parce que je ne veux pas non plus faire des grandes catégories, mais en même temps, il y en a quand même 2 grandes dans le monde, les femmes et les hommes. C'en est quand même une, c'en est quand même 2. Mais j'ai l'impression que les femmes dans l'histoire, surtout dans l'histoire des Premières Nations, ont une grande résilience. Puis c'est les femmes depuis très longtemps qui s'occupent de la pérennité, de la transmission des émotions. C'est beaucoup, c'est quelque chose qui est assez relié à l'intimité, justement, au cocon, au nid familial, tout ça. Les hommes, beaucoup chez les Premières Nations, puis même un peu partout dans le monde, surtout, mettons, chez les Premières Nations, ont perdu très récemment leur rôle très important aussi, qui était de transmission, mais comme plus dans les connaissances un peu physiques du territoire, quelque chose de plus ancré à ce niveau-là. Là, depuis qu'on est dans la modernité, puis que les hommes, c'est ça, ont été forcés à être sédentaires, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent vraiment moins dans cette transmission-là qui est valorisée aujourd'hui, mettons, par les livres, par les arts, tout ça. C'est comme plus difficile pour eux, je pense, de faire leur place, tandis que les femmes ont vraiment portent ça depuis toujours. Fait que je pense que ça va comme de soi, que ce soit des femmes, mais les hommes, je pense que ça va arriver aussi. C'est juste ça va arriver tranquillement avec ceux qui vont arriver avec des trucs pour passer par-dessus les épreuves là, que l'histoire leur a données. Mais on n'est pas là encore. Non, peut-être. Je ne sais pas quand, mais on verra. On verra. Tu l'as dit, ton recueil Frayé, c'est celui qui parlait le plus de la communauté Innu. Et il y a quelques poèmes où tu parles de l'identité. Puis encore, on a l'impression que c'est à la fois l'identité Innu, le fait de vivre dans une réserve qui est trop petite puis qui est comme un monde fermé, puis aussi toi, fondamentalement, ton identité qui est là. Et un certain malaise par rapport à qui être. Si tu me permets, je vais te citer juste pour avoir ton point de vue là-dessus, puis ensuite je vais te laisser lire quelques poèmes de Béante. Donc c'est dans Frayé, et c'est un poème pour moi qui était assez complexe de ses points de vue du malaise identitaire. Chercher sans relâche quoi faire de sa peau. Par les petites rues, les chemins de bois, les raccourcis de cimetières et de chemins de fer, chercher. Mm-hmm. Tu veux que je dise quelque chose par rapport? Non, t'es libre de dire. Ouais. Je pense que Frayé, c'est vraiment ça. C'est comme quand on est dans une communauté, on tourne un peu en rond parce qu'on a comme été... On le sait que l'histoire nous a mis là sans qu'on le choisisse, puis qu'on est comme un peu pris là-dedans. T'sais. Une chance que ça, il y a comme le territoire comme partout autour, qu'on a encore accès, mais c'est vraiment pas aussi facile que ça a l'air...
Puis c'est ça, avec Frayé, j'ai essayé de définir ma place là-dedans, tu sais, parce qu'à Maastricht, c'est ça, il y a beaucoup de métissage aussi, tu sais, fait que c'est comme, OK, moi, je suis Inou, je suis une blanche, je suis ci, je suis ça, tu sais, puis j'ai la face que j'ai, tu sais, comment je me présente. C'est comme super complexe, puis il y a toujours des fois des petites guerres entre les familles, tu sais, ces affaires-là, puis c'est comme dur ben, je pense que je suis pas la seule, on est toutes un peu dans des questions comme ça, d'identité, soit par rapport à nos parents ou nos origines, tout ça, mais c'est comment se placer là-dedans. On est qui aussi quand, mettons, je pense au territoire, tu sais, je pense aux gens qui habitent en ville, tu sais, quand tu as des origines autochtones, comment tu les vis, comment tu transmets tes valeurs dépendamment du lieu d'où tu viens. C'est ça, j'ai essayé de partir du lieu de la réserve. T'sais. La réserve, j'appelle encore ça de même. Ils veulent appeler ça des communautés, mais ça a quand même été des réserves à la base. Puis on essaie de changer les termes, mais c'est toujours un peu la même chose. Puis c'est encore la loi sur les Indiens, etc. Puis ça gagne à être connu, que des fois on essaie de masquer la réalité. Donc, quand tu dis frayer, c'est frayer comme au sens dans l'intérieur de la réserve ou aussi d'une manière d'être libre puis d'en sortir? Oui, c'est d'en sortir, frayer, mais de ne pas oublier d'où qu'on vient. Là. C'est un classique encore. Là. Mais c'est de pouvoir partir, puis pas... Oui, être attaché à un lieu, mais pas à une réserve. Être attaché à un territoire dans le sens que le Québec, dans le sens que tout le Nitassinan, le Nuu-Chimiste, c'est ça un peu c'est ça le territoire qu'on a à revendiquer. C'est pas, c'est ça, là, 15 km², ou c'est pas comme Montréal en tant que ville. Je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'on est, c'est vraiment plus vaste. Que notre territoire est vraiment vaste. Ouais, puis c'est lui qui est à revendiquer. Je vais te laisser lire quelques poèmes de Béante. OK, je vais faire ça. Invente la fin comme tu veux, le mode d'emploi là où l'on crie, un oubli par-dessus l'autre. Je t'ai vu chercher un trou noir et y enfouir tous tes soleils au beau milieu de la place. Du haut de ton corps, les yeux grands ouverts à la vallée, il me semble, tu disais, encore quelques tours du soleil. J'aurais voulu au moins 2-3 minutes de plus à écouter ta boîte noire, la bouche pleine de ressuscité. La même mécanique des corps à la chaîne, chaque parole à détacher, une par une, arracher ton image jusqu'à l'amnésie. Un espoir étrange sur les cils, peut-être un déjà-vu, ou l'attente que l'on sait sur nos bouches engourdies. Toutes les paroles à imprimer, ou un peu de crayon sous les yeux pour toutes ces pages blanches. Regarde en haut, regarde bien, comme je t'aime à ciel ouvert. Ce qu'il nous reste sous perfusion dans la mémoire des hommes, 1. Le chant des tambours. 2. Les temps superposés. 3. Les rivières électriques. Ce que nous sommes dans la concrétude des jours. 1. L'esprit sublimé. 2. Les livres d'histoire. 3. Vivant. Là. Poupoum. Nous sommes exotisme. Nous sommes millénaires. Merci. Plusieurs critiques parlent de ton côté trash, ou qu'il y aurait dans ta poésie quelque chose qui relève de construire une image très belle, et puis ensuite t'aimes la renverser, ou en tout cas de mettre un autre côté. Moi qui étudie l'imaginaire du Nord, ça me fait plaisir, parce qu'on voit souvent le Nord, l'Arctique comme quelque chose de parfait, puis si on est allé dans le Nord, si on est allé dans l'Arctique, on voit que c'est aussi un lieu de saleté, de laideur, de déchets, etc., qui est fascinant aussi à voir. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ton renversement comme ça, mais je vois plus de quotidien aussi dans ton œuvre, des éléments du courant qui ne seraient pas poétiques
pour d'autres personnes et que tu réutilises et que tu mets des marques, des boissons gazeuses qui sont là, le dépanneur qui arrive, toutes sortes d'éléments qu'on ne retrouverait pas dans un langage poétique plus serré et qui font la force de ta poésie. Peux-tu en dire quelques mots? Ben là, j'invente rien avec ça. Je pense que ça a commencé avec Baudelaire puis sa charogne, là, tu sais. C'est vrai, tu sais, je veux dire, on fait ça depuis ce temps-là. On fait ça, on mélange le sublime puis le vulgaire, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment pas l'impression de réinventer la roue. C'est juste que je le fais avec mon langage à moi, dans mon quotidien personnel à moi, qui est comme genre, tu sais, c'est ça, en région, il y a des skidoo, il y a des enfants, tu sais, tout ça. Fait que c'est juste mis dans un autre contexte puis un autre imaginaire. Tu sais, puis je pense que la poésie, j'ai pas l'impression qu'on a inventé tant grand-chose depuis, justement, lui, là, que je disais, Baudelaire, à ce niveau-là, de mélanger tous les imaginaires ensemble. Mais à chaque fois, il y a tellement des possibilités. Puis moi, c'est ça que j'aime. Je me suis fait dire que ça s'appelait l'accident sémantique. Fait que c'est de faire comme coexister comme deux réalités complètement... qui pourraient se croiser dans la vie réelle, que là, paf, tu t'es mis ensemble, ça fait comme une image qui est comme... qui n'a jamais été vue, puis... qu'on peut... En même temps, Jonathan parlait simplement de la sincérité, parce que ton monde est là, et tu trouves la poésie aussi dans le monde très quotidien qui est autour de toi, et ce qui en fait qu'on te croit sur parole quand on lit quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est le mélange de quotidien, mais en même temps de métaphores, comme qui... c'est ça là qui mélange un peu sublime, vulgaire, que ça fait que ça c'est plus juste le quotidien. C'est un quotidien, mais qui est un peu pop, là, un peu réinventé. Puis j'aime bien ça, travailler là-dessus, m'amuse beaucoup. Si tu me permets, je vais citer deux des poèmes que j'ai beaucoup aimés dans Chauffer le dehors, parce que je trouve que là, tu arrives vraiment encore plus là, dans le quotidien à exprimer quelque chose qui est vraiment profond. Sans te les voler, que tu les reliras peut-être tout à l'heure, les mêmes. Peut-être qu'on aime les mêmes parties, mais ces deux extraits-là, donc, qui racontent finalement le vide qui est sous nous quand quelqu'un disparaît, quand quelqu'un nous quitte, mais tu prends des éléments du quotidien pour les exprimer de façon très puissante. Le premier, c'est ceci. La peur, c'est te croiser au dépanneur et qu'on sache pas quoi faire de nos corps. C'est vraiment très simple et en même temps, toute la douleur est là. Le second, quand mes oreilles scillent ou quand j'échappe un ustensile à terre, je fais de gros efforts pour ne pas regarder si un char arrive dans le cours. Mm-hmm. Donc, où tu prends tes poèmes? Est-ce que c'est dans la vie courante? Est-ce que tu as des moments pour écrire? Est-ce que c'est simplement que sous le choc d'une émotion que tu te mets à écrire et que tu prends des bouts de la réalité pour les transformer comme ça? Ben, pour ce recueil-là, il a vraiment été écrit dans le... C'est ça, là. Dans le feu, pas mal. C'est toujours là qu'on écrit dans la vie, là. T'sais. Fait que là, depuis que j'ai pondu ça, j'ai plus envie de rien écrire. Je suis comme... ça a été comme beaucoup... Toutes mes émotions ont passé par là. Mais en même temps, il y a du travail en arrière de tout ça. Puis j'aime beaucoup aller, justement... chercher, tu parlais quand mes oreilles cillent, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand nos oreilles cillent, on dit « Ah, quelqu'un pense à moi ». Ma mère m'a toujours dit ça. Puis il y a toutes sortes de petits trucs comme ça, un peu des superstitions que j'ai entendues, puis que là, je les mets dans des poèmes ou tout ça, ou ben, tu sais, le truc du dépanneur, c'est juste que c'est tellement concret quand on vit quelque chose de difficile, c'est dans le concret. Tu mets un chandail, tu vois le chandail de l'autre personne, puis ça te donne comme une émotion. C'est dans les trucs vraiment quotidiens qu'on ressent. T'sais, c'est pas dans notre imaginaire qu'on ressent, c'est dans la pratique, au jour le jour, quand tu fais ton macaroni. Là, ça ressemble à ça. Est-ce que tu veux nous lire quelques textes du dernier recueil, puis on reviendra à frayer par la suite? OK. Bon, c'est la première fois. Je vais vous lire la citation de Joséphine Bacon que j'ai mis au début. « J'ignore si demain me gardera intacte. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. » C'est vraiment la citation qui m'a vraiment guidée pour... Ouais, en tout cas. « Je souffle des paroles comme on souffle un bec qu'on a gardé dans sa paume. Avec un espoir chenu au creux du larynx, un fond de lait qu'il faut boire avant qu'il passe date.
T'es la tale d'épinettes noires qui brûle mon cœur foule de super. C'est juste impossible que tu viennes plus t'abreuver à mon esprit ancestral de crème soda. Comme si de rien n'était, les lacs continuent de faire des moutons, les gens de sniffer des images et les machines de créer le vertige de la fabrication du ballonné. Des fois, je ferme les yeux et je fais comme si j'étais là. Tu mets du choke, tu tires ça à crinque, ça décolle dans un nuage noir. Il a tombé pas mal de neige, faudrait pas rester en rack, j'ai même pas de soute. Tout ce qui m'entoure ressemble à la phrase « être à la bonne place ». Tu contournes les arbres dans la nuit, tu vires sur un dixaine. Les branches dans le front, les flocons dans les yeux, c'est sûr que c'est pas avec toi que je vais rester pris. Je me dis que ça ferait un beau titre de quelque chose. Il danse avec les skidoo. J'espère qu'il y aura tout le temps une craque dans la porte, un petit jour, entre les lignes de notre histoire. Mais là, j'avoue, j'aimerais troquer mon cœur pour la simplicité d'un bon bol de macaroni aux saucisses. C'est une histoire d'amour comme toutes mes autres. Un autobus écrit spécial, avec personne dedans. Je cherche dans le bois et les chiennes de vivre, le remède aux morsures de ta douceur. Celle qui me fait toucher à autre chose qu'à la boîte des rôles à jouer. Même si le futur hausse les épaules et démêle son filage tranquillement pas vite, je sais que la disparition sera ailleurs que dans le ciel qu'on a dézippé à grandeur pour l'habiter. Ça fait que je change les meubles de place. Je rentre le chat et guette la montagne en train de prendre sa marche sur les millénaires, même si tous les brûlots éclosent encore dans mon ventre. Avant que tu lises le dernier extrait de Frayé, j'aimerais en venir sur comment tu es devenue écrivaine, pourquoi tu as choisi cette maison d'édition-là. On te pose souvent la question aussi, puisque la plupart des autres auteurs inou publient à Mémoire d'Encrier, et toi, tu avais décidé de publier à La Peuplade. Et te poser aussi la question de, tu écris, tu es seul, et tu as des gens autour de toi qui t'accompagnent dans ton écriture, qui vont te relire avant d'arriver à un résultat comme celui-là. Tu as des gens à la fois d'éditeurs, des amis écrivains, des gens qui vont te guider. Peux-tu nous parler de comment ça se passe? Donc, d'abord, comment tu es devenue écrivaine? Pourquoi cet éditeur? Puis ensuite, dans le travail éditorial, qu'est-ce qui est en jeu quand on écrit la poésie avant que ça devienne un livre? OK, bien, il y a bien trop de questions. Il y en a trois. Mais on va commencer par ouais, c'est ça. OK, ben l'éditeur, j'ai juste comme tombé en amour avec La Peuplade. La première fois que j'ai vu leur livre, c'est comme un coup de cœur esthétique. Leur livre était beau. Puis ce que j'avais lu d'eux, je trouvais ça beau. Puis je connaissais vraiment pas comme le milieu de l'édition, ces choses-là. Tu sais, j'écrivais ben relax. Puis j'avais vu, c'est ça, j'avais vu leur livre passer. Puis je me suis dit, ah, tu sais, c'est une maison qui est comme, tu sais, régionale en plus. C'est du monde que, tu sais, qui ont l'air smart. Tu sais, je me suis vraiment pas posé de questions. J'ai envoyé mon manuscrit. Puis le lendemain, ils m'ont appelé. Ils ont dit oui. Tu sais, c'était comme genre... Ça marche vraiment pas de même d'habitude, là, l'édition. Mais, fait que j'ai embarqué avec eux, puis, tu sais, je reste aussi parce que, tu sais, c'est eux qui... J'ai commencé avec eux, puis que je continue, tu sais, je me pose comme pas trop de questions. Mais vraiment, sur le processus éditorial, les 2 premiers livres, tu sais, j'envoyais ce que j'avais fait, puis ils retouchaient, tu sais, pas tant. C'est comme, on prend ça comme c'est, tu sais, on veut pas tout te faire changer puis te poser... Il était déjà construit avec les parties, les titres. Vraiment, ouais, tout était pas mal là. Puis, tu sais, on changeait des petits trucs, tu sais, vraiment des trucs minuscules. Avec Chauffer le dehors, on a un peu plus vers la fin, là, tu sais, juste avant d'imprimer, finalement, on a comme changé des affaires, tout ça. Mais... Quand tu dis on a fait ça, c'est Mylène avec, Bouchard. Ouais, Mylène Bouchard puis Simon-Philippe Turcot. Ben, tu sais, c'est beaucoup avec Mylène puis Paul Calzac que je travaille, qui est éditeur aussi. C'est ça, La Peuplade plutôt que Mémoire d'Encrier, c'est ça, tu te demandais aussi. C'est vraiment parce que j'ai commencé avec la Peuplade. Là, je me suis pas trop posé de questions. Mais en même temps, tu sais, je voyais qu'à Mémoire d'Encrier publiait déjà beaucoup des auteurs des Premières Nations. Puis moi, je voulais comme
pas qu'on me prenne juste pour ça. Tu sais, je me disais, est-ce qu'ils vont me prendre juste parce que je viens de m'acheter Juliette puis ils se poseront pas de questions, tu sais. Je voulais être... tu sais, je voulais comme être lue par une autre maison qui était peut-être plus neutre à ce niveau-là puis voir si j'allais être acceptée aussi, là. Je pense que j'avais eu cette réflexion-là. Ouais, je me demandais, là. Parce que tu sais, puis encore là, des fois, je me pose la question, là, tu sais, est-ce que je suis lue parce qu'il y a un côté exotique, parce que je viens d'une communauté ou parce que c'est à la mode ou je sais pas trop. Fait que je me demande. Tu sais, c'est ça. Là, je prends confiance, là, tu sais, je prends de plus en plus confiance en ce que je fais. Mais au début, tu sais, je me posais vraiment la question, là. Est-ce que l'intérêt des gens est où, tu sais, des fois là-dedans? Ouais, c'est ça que je me demande. Il y a une phrase qu'on cite souvent de toi qui démontre vraiment que tu étais un peu obligé de te défendre d'une certaine manière pour dire je suis plus que simplement une poète Innu. Tu disais je suis Innu, je suis québécoise, je suis une femme, une mère et je suis plein d'autres choses. Mais juste le fait que tu aies à défendre ça, c'était probablement une partie du piège que tu voyais aussi qu'on pouvait te... Peut-être parce que tu sais la posture est vraiment tout le monde pourrait dire ça. Oui. Puis, tu sais, je veux pas... des fois, quand on précise des trucs par rapport à ce qu'on est, ben, tu sais, on se réduit à un seul champ aussi. Mais comme je disais tantôt, tu sais, Innu, ça veut dire être un être humain. Tu sais, c'est vraiment... Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Aujourd'hui, il faut comme tout le temps se définir. Puis, moi, je veux... tu sais, oui, je veux me définir, tu sais, comme membre des Premières Nations. Mais des fois, tu sais, ce que j'entends des autres, ben, je me fais comme mettre dans une case à cause de ça. Puis c'est ça que j'aime pas, tu sais, c'est comme... Puis souvent, c'est des affaires, des genres de gros stéréotypes vraiment tannants aussi, là. C'est pas toujours facile, tu sais, des fois, tu rencontres du monde qui viennent te parler des origines de leurs arrière-grand-mères, tu sais, c'est comme... Pourquoi, là, tu sais, pourquoi? Non, mais tu sais, vous pouvez pas savoir à quel point ça arrive comme souvent, tu sais, puis... c'est plus que ça, là, tu sais, une identité, là. C'est quelque chose qu'on vit. C'est une histoire, c'est des blessures aussi qu'on vit au quotidien, puis c'est des deuils, tu sais, il y a des gens qui meurent, là, il y a des suicides. Je veux dire, c'est quand même lourd à porter, tu sais, comme identité, puis... mais en même temps, c'est super beau, puis c'est vraiment des belles valeurs, puis des fois, j'ai l'impression que c'est soit un ou soit l'autre. C'est comme, OK, tu viens des Premières Nations, ouais, c'est vraiment difficile, tu sais, dans la communauté, tout ça, mais après ça, oh non, tu sais, vous autres, je sais pas quoi, la sagesse, toutes ces grandes affaires-là. Fait que c'est tout le temps super polarisé, mais c'est autre. C'est ça que je veux montrer, je pense, aussi, dans mon écriture, c'est que, tu sais, on est du monde comme les autres, là, puis il se passe... la vie est pas stéréotypée, puis elle est pas genre noir ou blanc, là, tu sais. Je pense pas que tu as besoin d'être rassuré, mais si je peux dire, surtout du dernier recueil, tu es très loin du stéréotype, et puis on voit que tu joues parfois avec des façons de le désactiver, c'est vraiment très, très beau. Puis en même temps, on sait d'où tu es, parce que tu ne le caches pas non plus dans tes recueils. C'est pas comme si tu avais masqué toute la partie Innu de toi pour arriver à défaire le stéréotype. Au contraire, tu fais un alliage des deux qui est vraiment ta force. OK, ben ça se fait tout seul parce que j'ai pas réfléchi à ça avant, là, fait que je fais juste comme... J'écris comment... quand il y a quelque chose qui me parle puis qui a besoin de sortir, ben ça sort, puis... c'est ça, là, c'est pas trop réfléchi, là. Ma démarche, des fois, ça se fait tout seul. Puis avant que tu arrives à ton premier recueil, comment t'es arrivé là, ton premier recueil? OK, ben... comment t'es arrivé là? Ben, ça a vraiment commencé par une histoire d'amour, là. Je me faisais écrire des poèmes d'amour par un gars, puis je comprenais rien, tu sais, j'étais comme « Ah! C'est beau, mais je comprends pas pourquoi! » Fait que là, c'est lui qui m'a fait lire comme genre Miron, Paul-Marie Lapointe, et du monde comme ça, puis je comprenais tellement rien, parce que j'avais jamais lu ça, j'avais aucun accès à la poésie dans ma vie avant, tu sais, j'avais peut-être, je sais pas, j'étais dans la vingtaine. Fait que un moment donné, il y a un déclic. Tu sais, à force d'en lire la poésie, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais il me semble qu'il faut en avoir comme lu beaucoup avant d'avoir un déclic. Puis là, quand j'ai pogné le wow, là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'était tellement, tu sais, des possibilités infinies de pouvoir jouer là-dedans. Là. J'ai vraiment eu envie de jouer là-dedans aussi. Puis ça s'est fait tout seul, tu sais, c'était déjà
j'étais vraiment déjà super sensible à la beauté, aux petites choses comme ça chaque jour. Fait que là, Puis aussi, j'ai beaucoup découvert la poésie avec les éditions de l'Écrou. Fait que là, je me suis dit, OK, oui, je connais les beaux poèmes de Miron, tout ça, mais oui, mais on peut sacrer, puis on peut, on peut parler de n'importe quoi en même temps. Fait que tout de suite, moi, ça a été... OK, j'ai tout le champ libre, là. Fait que, ouais, je vais mixer ces deux-là, puis je vais me faire du fun. On va laisser un peu de temps pour les gens, pour les questions, mais avant ça, j'aimerais que tu lises ce que tu avais identifié dans le film. OK. Bon. Nous avons un plan pour vous, disent-ils, et nous rions. Emplastrant les fantômes restés collés sur la tempête de nos corps, nous rions. Je suis un village qui n'a pas eu le choix. Lécher la surface de l'eau avec la langue que je ne parle pas. Le jour me soulève sur ses épaules pour regarder le cutex à moitié enlevé des mémoires, le pelage du béton sur nos peaux de farouche. Comment prédire autre chose que des miracles croches de toute façon? Une chance, le soir il y a l'aréna et se manger les amygdales derrière le poste de police. Il y a faire danser les aurores boréales au Nintendo, les barils de poulet de la location du vin, les joyeux festins de la fête à personne. Il y a les fins de semaine dans le bois et les perdrix à tordre. Et le lac, une chance, le lac. Dans des maisons toutes pareilles, les femmes brodent ton futur sur des mocassins qu'elles vendent aux touristes. La lumière est là comme elle manque. Tmouchoum me dit, juste les orages parlent encore des vraies affaires. Je me suis levée de bonne heure pour regarder le soleil fourré avec le lac. J'ai pincé un cil entre mes doigts, bu ton visage à même la bouteille, à force de tous ces peut-être, trop grands pour moi. Cette impression d'avoir trop ri, notre pouvoir. Je veux l'Amérique comme elle te ressemble de la voix. Je la veux de nos sangs bardassés, nos sangs couleur pawa de la terre qui tremblent de la gorge quand elle nous voit faire la file devant les micro-ondes. Au milieu de la trajectoire du bleu-gris des yeux du lac presque calés, il y a notre rêve, une femme debout, de tous ces hivers mondes, accumulés dans la glace à refaire. Merci Marc-André. C'est rare qu'on peut t'avoir parmi nous, donc je te remercie d'être venu puis d'avoir fait cet entretien. Ouais, c'est loin Montréal, par exemple. Merci.